cet atelier qui est consacré aux forces et aux fragilités des systèmes urbains pendant la crise sanitaire vers plus de résilience. C'est un petit peu le sens général de nos travaux d'aujourd'hui. En premier lieu, je voudrais d'abord vous présenter nos excuses pour commencer en retard, mais comme vous le savez, dans ce grand rendez-vous familial de la Méditerranée, beaucoup de Méditerranéens se retrouvent et ils ont comme particularité, entre autres, d'être bavards. Donc nous avons un petit peu décalé les horaires. En tout cas, merci beaucoup d'être avec nous. Je rappelle que cet atelier prend place dans le cadre de la grande conférence qui est organisée depuis Marseille, malheureusement pas à Marseille à cause de la crise sanitaire, mais depuis Marseille, la Méditerranée du futur. Nous sommes à la 4e édition cette année et cette année, naturellement, cette édition, cet acte 4 de la Méditerranée du futur est consacré à la crise sanitaire, est consacré aux pandémies que tous les peuples de Méditerranée ont connues, traversées, subies pendant des siècles jusqu'à aujourd'hui. Nous avons organisé cet atelier à l'Agence des villes et territoires méditerranéens ici, dans le cadre de cette manifestation et avec l'appui de la délégation à l'action extérieure des collectivités territoriales au ministère des Affaires étrangères et également la délégation interministérielle à la Méditerranée, toujours du ministère des Affaires étrangères. Je les remercie les uns et les autres également pour leur soutien. Nous avons choisi de consacrer cet atelier à cette relation sur le thème ville et santé, parce que depuis le début de la pandémie, depuis le début de l'année, lorsque les uns et les autres nous sommes progressivement rentrés en confinement devant l'impact de la crise sanitaire, nous avons vu émerger au fur et à mesure beaucoup de questionnements sur la ville, des questionnements qui se sont notamment produits lorsque, au début du premier confinement, nous avons vu des milliers de citadins aller se confiner à la campagne. Et là, on s'est dit, il y a quelque chose qui ne va pas très bien, quelque chose qui interpelle, et nous avons décidé de travailler, de creuser cette question. Et donc, ce sont précisément ces questionnements que nous allons passer en revue aujourd'hui. Cette relation sur la ville santé au cours des âges et l'impact des considérations de santé et des impératifs de santé sur la construction des territoires urbains. Nous allons également explorer des pistes de meilleure habitabilité des villes, y compris dans des contextes très contraints comme ceux que nous connaissons aujourd'hui. Nous allons également avoir un témoignage de nos voisins du Sud, et je vais y revenir dans un court instant. Et puis nous allons également explorer les pistes qui s'ouvrent à nous, à tous les Méditerranéens, en matière de coopération sur précisément ces questions, c'est-à-dire les villes durables, mais de plus en plus les villes résilientes. Et je pense que désormais, ce sont également les questions d'habitabilité des territoires urbains qui sera de plus en plus posée. Pour nous éclairer, pour nous guider dans ces questionnements, pour apporter des réponses, je remercie beaucoup nos 4 invités aujourd'hui pour leur présence et leur participation. L'atelier sera ouvert donc dans un très court instant par Amine Benaïssa. Amine Benaïssa est architecte urbaniste. Il est expert sur le projet et la planification stratégique des projets urbains. Tout au long de sa carrière, il a été chargé d'un très grand nombre d'opérations urbaines et territoriales, aussi bien en France qu'aux 4 coins de la Méditerranée. Je rappelle que, notamment de 2006 à 2014, il a été le porteur du projet de Grand Alger en Algérie. Il enseigne également à la Sorbonne et travaille de manière très étroite avec nous à la Vitem. Monsieur Benaïssa, merci et soyez le bienvenu. Nous accueillons également, et je le remercie très chaleureusement pour sa présence, Monsieur Simon Davis. Monsieur Simon Davis, vous êtes ingénieur polytechnicien, vous êtes le directeur de l'agence AIA Environnement,
important. Et puis, je le recommande à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Vous venez de signer un livre qui s'appelle « Bien vivre la ville vers un urbanisme favorable à la santé ». Vous allez nous donner, et nous attendons que vous nous donniez, des raisons, des motifs d'espoir dans cette période un petit peu anxiogène que nous connaissons actuellement, de nous redonner de l'espoir dans l'urbanisme de demain. Soyez-en à l'avance remerciés. Je vous parlais à l'instant d'un témoignage et d'un regard du Sud. Et donc, nous avons le grand plaisir d'abord et le grand honneur ensuite d'accueillir parmi nous Madame Souad Ben Abderrahim. Madame Abderrahim, vous êtes depuis juillet 2018, vous êtes la maire d'une grande ville, la maire de Tunis, capitale de la Tunisie avec laquelle mon pays, la France, a des relations particulièrement étroite et particulièrement fraternelle, une ville, Tunis, avec laquelle nous avons également, et avec vous-même, Madame la maire, des relations de coopération très étroites. Je rappelle que vous êtes docteur en pharmacie. Je rappelle également que vous avez milité dans la vie politique de votre pays depuis de nombreuses années, que vous avez pris un certain nombre de risques, et c'est tout à votre honneur. Et vraiment, merci, Madame la maire, d'être avec nous aujourd'hui. Vous allez pouvoir nous dire, partager avec nous comment vous avez vécu tous ces derniers mois de crise sanitaire, vos observations, les mesures que vous avez prises à la tête de cette grande ville de Tunis, les recommandations que vous nous faites pour l'avenir. Et puis, elle est à côté de moi, ici à Marseille, Agnès Rampal. Agnès Rampal, comme la maire de Tunis est pharmacienne, vous êtes médecin, vous êtes docteur en médecine, vous êtes adjointe au maire de la ville de Nice, vous êtes conseillère métropolitaine à la métropole Nice-Côte d'Azur, vous êtes également conseillère régionale et plus particulièrement à la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, vous êtes la présidente de la commission Méditerranée de la région, vous êtes également membre de la commission nationale de la coopération décentralisée et vous êtes également membre de l'Assemblée régionale et locale euro-méditerranéenne, l'ARLEM. Voilà. Et puis nous avons, je dois le confesser, nous avons une relation tout à fait particulière, Madame Rampal, puisque vous êtes la présidente de l'Agence des villes et territoires méditerranéens que j'ai l'extrême modestie de diriger. Sans plus attendre et en vous remerciant à nouveau, je donne la parole en premier lieu à Amine Benaïssa. Nous sommes tout ouïe, Amine. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur et cher Bernard, Madame la maire de Tunis et cher Souad Ben Abderrahim, Madame la présidente de la VITEM et chère Agnès Rampal, cher Simon Davis, Mesdames et Messieurs. Au moment où est survenu le Covid, je me suis interrogé pour savoir si j'avais, au cours de ma carrière, abordé ne serait-ce qu'une fois la question des épidémies. Eh bien oui, il y a 25 ans, au moment où j'ai élaboré le plan stratégique de l'Alsace, un responsable technique, en l'occurrence celui en charge de la mobilité, avait remis en cause une partie de l'approche menée en indiquant qu'il fallait intégrer dans le raisonnement le risque d'une nouvelle épidémie de xylophéra. J'avais trouvé, compte tenu de l'idée que je me faisais alors des progrès scientifiques, sa réserve pour le moins étrange et son insistance à la porter pour le moins suspecte. Je reviens il y a un an, nous assistions, il y a à peine un an, à Tunis, avec Madame la maire de Tunis, que je salue très chaleureusement, un conseil municipal où les élus ont soulevé avec force et passion toute une série de questions. Mais à aucun moment, la question d'une éventuelle pandémie n'a été posée sur la table. C'est dire si les relations entre crise sanitaire et système urbain sont complexes. Alors, pour reprendre une formule chère aux historiens des annales, pensons à un dépassement d'événements, pensant à un dépassement des nouvelles sonnantes pour s'inscrire dans des temps plus lents, j'en mobiliserai pour cet exposé 3, celui des épidémies, celui de la ville et celui des idées. Commençons par le temps des épidémies. Peste, choléra, tuberculose ont de tout temps contribué à façonner nos territoires. Pendant des siècles, l'un des enjeux des interventions urbaines a été de permettre la circulation de l'air jugé coupable de porter avec lui la maladie. Au Moyen-Âge, on considérait que l'atmosphère viciée était la cause première de la peste qui a éliminé en 1347 un tiers de la population européenne. En 1720,
Cela a été rappelé ce matin, la peste a tué la moitié de la population marseillaise. Le plat a été resservi, si j'ose dire, en 1830 avec la fièvre jaune et le choléra. La pensée hygiéniste va alors se consolider et s'imposer dans les projets de restructuration, d'extension du 19e et du 20e siècle, comme ceux menés par Haussmann à Paris, Cerda à Barcelone ou encore le duc de Camastra à Catane. La charte d'Athènes va venir conforter cette option. Et pourtant, nous avons été avec d'autres, avec beaucoup d'autres, j'insiste, totalement pris au dépourvu par le Covid. Cela nous invite donc, compte tenu de tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire de l'omniprésence de la question des épidémies dans l'histoire de l'urbanisme et de notre total, je dirais, du fait qu'on ait été totalement démunis quand le Covid est survenu, à moins de certitude. Poursuivant par le temps des villes. La société industrielle a été urbaine. La société post-industrielle l'est davantage. Cela traduit notamment la primauté qui a été accordée à l'économie au cours de ces 2 derniers siècles et ses corollaires, la polarisation des activités et le réchauffement climatique. Il va sans dire que ce processus a fragilisé l'équilibre entre ville et campagne. Bien évidemment, de nombreuses autres raisons expliquent cet appel d'air vers les villes dans le monde et partout en Méditerranée. Elles sont aussi politiques, sociales et même culturelles. Mais il y en a une que l'on néglige fréquemment et qu'il me semble important de rappeler. La pensée territoriale est portée par des élites qui vivent en ville, qui pensent la ville, qui aiment la ville. Elles ne connaissent finalement que très peu l'arrière-pays et le monde rural. Penser les territoires aujourd'hui, c'est nécessairement prolonger, mais aussi infléchir ce long processus de basculement des territoires vers les villes marquées par un modèle de croissance déséquilibré, par des disparités, des inégalités sociales et territoriales, des atteintes à l'environnement, une économie faiblement créatrice d'emplois, et enfin, notamment à travers la densité et la pollution, une exposition inacceptable à des risques sanitaires majeurs. Enfin, je mobiliserai le temps des idées. Nous évoluons dans un monde qui est passé assez brutalement d'utopie mobilisatrice, porteuse d'espoir d'un monde meilleur, au cauchemar le plus absolu. Épidémie, attentats, catastrophes naturelles. Certains philosophes indiquent qu'il faut prendre acte de la fin des grands récits et de la montée des individualismes sans ancrage. Certains s'en réjouissent, d'autres s'en affligent, c'est ainsi. L'écologie n'est hélas pas un récit qui s'écrit comme les précédents, sur fond de confiance dans l'avenir, et c'est dommage. Il s'écrit sur fond d'inquiétude quant au futur, reste que c'est ce nouveau grand récit qui oriente aujourd'hui l'action. Le sentiment de liberté et de légèreté qui accompagnait l'individualisme sans ancrage de la postmodernité a laissé la place à un sentiment angoissant d'être sans lieu et sans attache. Cette angoisse pousse à des quêtes identitaires qui peuvent aller jusqu'au repli communautaire et bien plus, hélas. Alors, que peuvent donc concrètement les urbanistes? Que peuvent-ils dans un monde inquiet, j'ai dit pourquoi, soumis à une crise sanitaire, à une crise économique et territoriale, et en quête de valeurs collectives et d'identité stable? C'est toute la question que vous posiez, cher Bernard. La réponse est beaucoup, et je souhaiterais aujourd'hui partager avec vous quelques jalons, 4 principaux jalons. 1, il nous faut réinventer nos manières de faire. Il faut être plus à l'écoute, plus dans la proximité, plus à l'échelle des territoires. La démonstration qui a été faite par les collectivités locales pendant cette crise, de leur contribution remarquable à la bataille contre la pandémie, où elles ont su mobiliser, être au plus près des habitants, s'adapter, adapter les espaces publics, approvisionner les populations et les hôpitaux, être solidaires avec les plus démunis, doit pouvoir nous faire réfléchir sur l'importance de cette échelle de proximité. Il nous faut aussi rompre avec cette utopie que nous savons et pouvons maîtriser le développement territorial. C'est ça qui fonde l'urbanisme depuis 30 ans. Rompons avec cette substitution progressive des valeurs par les procédures. Osons le monde incertain, laissons la place à une culture ouverte du projet pour pouvoir s'adapter à l'évolution des contextes et à la puissance de l'imprévisible. Soyons agiles pour intégrer les transitions écologiques, énergétiques, numériques, biotechnologiques qui dessineront le monde de demain, formant de nouveaux professionnels qui pensent la globalité en intégrant les savoirs spécifiques du numérique
de la ville santé, de l'écologie, etc. Bon. Troisièmement, il nous faut réenchanter l'imaginaire. Pour employer un concept cher à notre maître, à mon maître et ami Marcel Roncaiolo, Jacques Séguéla, un grand communicant français de talent, dit quelquefois, il y en a qui pensent les avions et les autres les parachutes. Naturellement, il faut penser les deux, mais cessant de penser uniquement aux parachutes et ouvrons le débat. Soyons, ayons moins de certitudes, soyons plus à l'écoute des expériences et des autres, et remontons-nous à rêver, à partir des territoires, d'un monde meilleur qui rééquilibre notamment la relation ville-campagne pour intégrer réflexion régionale et réflexion métropolitaine, tirer parti des recompositions économiques qui s'accélèrent, territorialiser les stratégies de transition écologique, technologique et sociétale, appréhender la question des risques et celle de la résilience, tirer parti des évolutions technologiques et substantielles. C'est tout le sens du projet métropolitain de Nice, autour duquel nous avions eu le plaisir de nous réunir, chère Agnès Rampal, il y a 2 ans. C'est celui de prendre le développement métropolitain à l'échelle de la totalité du territoire et en intégrant l'arrière-pays. Pour conclure, non, la ville n'est pas une addition. Non, le Covid ne doit pas constituer un calque de plus, une addition de plus, des prescriptions de plus. Disons-le simplement, mais avec force, le moment est peut-être venu de porter des projets territoriaux, porteurs d'une vision globale, et j'insiste sur ce mot, de vision globale, car c'est celui de l'urbaniste qui questionne les cadres économiques, politiques, sociaux, culturels et urbains sur lesquels nos territoires ont fonctionné jusqu'à aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Amine. Merci beaucoup, Amine Benaïssa. Vous venez de rappeler effectivement souligner un constat que nous avons tous fait, c'est-à-dire que nous sommes tous d'accord, évidemment, et on le disait à nos fenêtres et à nos balcons pendant le confinement, tous les soirs à 20 h, en applaudissant les soignants, que la communauté des soignants a été en première ligne, c'est l'évidence même. Mais vous venez également de rappeler que les collectivités territoriales, l'échelle de proximité ont été le théâtre où véritablement s'est noué le drame et où se sont posés des problèmes et où ont commencé à se forger les solutions. Vous venez de passer à tous du baume au cœur en recommandant de réenchanter l'imaginaire. Je pense que cette formule est très belle et elle nous permet d'ouvrir de très nombreuses portes, les portes du réenchantement et les portes de l'imaginaire. Vous venez également de nous dire que la ville, et vous avez parfaitement raison, n'était pas une addition, mais devait relever d'un processus et d'une vision globale. Merci beaucoup pour cette ouverture d'atelier. Je souhaiterais maintenant, en le remerciant à nouveau, passer la parole à Simon Davis. Je le rappelle, Monsieur Davis, vous venez d'écrire un livre, j'en rappelle le titre et j'en recommande la lecture à tout le monde, « Bien vivre la ville vers un urbanisme favorable à la santé ». Je pense que nous allons tous, et ça tombe bien puisque les librairies viennent d'être rouvertes en France, nous allons tous en faire l'un de nos cadeaux de Noël cette année. Merci pour votre présence et nous sommes à votre écoute et à vous emboîter votre pas vers des chemins positifs, parce que ceux que nous avons empruntés ces derniers mois étaient plutôt sombres. C'est sûr. Bonjour à toutes et tous. Merci pour cette invitation là à témoigner. Effectivement, on a écrit ce livre « Bien vivre la ville vers un urbanisme favorable à la santé » bien avant la crise sanitaire. C'est un ouvrage qui retrace les liens étroits entre urbanisme et santé, dont certains ont été évoqués lors de l'intervention précédente. Maintenant, quand on relit ce titre, on pourrait presque avoir un sourire en se disant, bah voilà, bien vivre la ville dans le contexte particulier que nous traversons, ça peut sembler comme une mauvaise blague, et pourtant. Ce que l'on voit au travers des liens entre urbanisme et santé, c'est que ces liens, ils existent depuis la première ville, quoi, quelque part. Et que la ville, elle s'est souvent inscrite en réaction à une pathologie,
et non en prévention d'un futur meilleur qu'on pouvait imaginer. Dans la période curieuse que nous traversons, c'est sans doute ça l'enjeu, c'est réconcilier le temps court de l'urgence avec le temps nécessairement long du développement urbain. Ce qui est difficile, c'est d'adopter un regard à la fois distancié et transversal quand on a cette épidémie en face de nous. Et pour autant, je voudrais dire qu'il ne faut pas se tromper de cible sur les facteurs de crise sanitaire. En l'occurrence, la ville dense, telle qu'on l'a pensée, elle n'est pas la cause de tous nos maux. Elle en est plutôt aujourd'hui le catalyseur, le contenant ou l'incarnation. La crise est sans doute l'opportunité de revoir cet équilibre, effectivement, pour maîtriser la concentration des individus à l'échelle urbaine. Mais délaisser la ville dense, ce serait aussi aboutir à une artificialisation accélérée des sols et conduire aussi à des besoins accrus en déplacement qu'on peut certes réduire par le télétravail, mais la question même du télétravail, elle est assez inégalitaire dans les différents métiers et les classes de population. La question qu'on peut se poser collectivement aujourd'hui, c'est est-ce que la santé peut constituer une clé d'entrée pérenne du projet urbain pour participer globalement, non pas à l'absence de maladie, mais plutôt à une forme positive de bien-être physique, mental et social des populations. On en sait plus maintenant sur les liens entre urbanisme et santé, cadre de vie et santé qu'il y a un siècle. Est-ce que les avancées scientifiques peuvent nous éclairer pour mieux penser la ville? Sans doute que oui. Et on a mené récemment ce travail avec la Fondation AIA de recenser la littérature scientifique sur ces liens étroits entre urbanisme et santé, sur les champs à la fois de la santé physique, bien sûr, mais aussi de la question de la santé mentale et de la santé plus globalement sociale. De cette étude, il ressort que lorsqu'on regarde la santé dans sa globalité, donc pas seulement l'aspect de guérir, mais aussi le fait de prévenir les maladies et aussi de vivre mieux avec sa maladie, parce qu'il y a certaines maladies chroniques aujourd'hui avec lesquelles on doit vivre. Il ressort de cette étude que près de 70% des déterminants de santé sont influençables par le cadre de vie urbain. 70%, dont à peu près 20% par l'environnement, c'est-à-dire l'air que l'on respire, l'eau que l'on boit, et à peu près 50% liés au mode de vie et aux facteurs socio-économiques. 50%, c'est énorme. Alors, il est faux de dire que l'urbanisme peut être complètement thérapeutique, il peut guérir totalement des maux, mais en tout cas, il a une influence non négligeable en rendant des modes de vie plus favorables à la santé possibles et plus faciles. Donc, les acteurs de la ville, par conséquent, ils ont une responsabilité qui est colossale pour définir les contours d'un urbanisme qui soit favorable à la santé. Mettons-nous là tous autour de cette table au défi d'une forme de serment d'Hippocrate pour les acteurs des villes, sans se penser totalement médecin, mais en ouvrant les yeux sur cette responsabilité importante du cadre de vie en matière de santé. Face à la situation actuelle et la crise sanitaire, j'identifie deux risques. Le premier risque, c'est que l'épidémie en soi devienne une forme d'obsession dans les projets d'aménagement. L'urbanisme favorable à la santé, ce n'est pas la médicalisation de la ville. Et il n'y a pas de recette ou de médicament miracle pour faire une ville favorable à la santé. En tout cas, c'est ce que toutes les expérimentations qu'on a montrées prouvent. Et que l'on ne s'y trompe pas, la ville régie par l'étalon de distanciation physique n'est pas le modèle de ville résiliente que nous appelons de nos voeux. C'est même une forme d'oxymore urbain, cette ville que l'on traverse aujourd'hui. En un sens, ce n'est pas la ville. Parce qu'une ville, sa première vocation, c'est de converser, de commercer et de converger. Le deuxième risque que l'on pourrait identifier, c'est un risque un peu opposé. Et au risque de vous surprendre, je pense qu'il y a un risque important aussi qu'on oublie trop rapidement l'épidémie et surtout ses enseignements. Si bien sûr des conséquences palpables sur les politiques d'urbanisation ont pu être constatées à travers les âges, l'histoire montre aussi que les habitants et les urbains en général sont extrêmement résilients à ces grandes crises sanitaires et que 2 ans à 3 ans après les crises sanitaires, les grands indicateurs d'occupation des lieux, par exemple, reviennent à la normale. Donc une question aussi qu'il faudrait se poser, c'est une forme de défi collectif, c'est comment conserver la mémoire de cette crise et de capitaliser
véritablement sur ces enseignements. En cette période, bien sûr, on ne peut être obsédé par le Covid. Il ne faut pas ignorer les autres vagues dont on a déjà parlé avant, qui ne sont pas les vagues épidémiologiques, mais qui sont par exemple la vague de précarisation qui accompagne le Covid. On peut noter l'augmentation de la demande de 25 à 30% des banques alimentaires en Europe de l'Ouest, à peu près 1 million de pauvres en France en plus à l'issue de ces 2 épisodes de confinement. La vague aussi de vulnérabilité augmentée sur les pathologies, avec une baisse de prise en charge et de consultation pour certains patients, et aussi des indicateurs relativement alarmants sur la santé mentale. Et enfin, la vague du climat déréglé. On vient de vivre l'un des étés les plus chauds des relevés météorologiques existants, ou peut-être, comme disent certains, l'un des plus frais des 20 prochaines années. Et en Belgique, on peut voir que l'épisode caniculaire du mois d'août, il semble avoir provoqué, d'après les chiffres, même plus de décès prématurés que le Covid. Mais tout ce tableau est bien sombre. S'il faut certes ouvrir les yeux sur l'ensemble de cette houle de vulnérabilité, il ne faudrait pas se décourager pour autant. Le risque, c'est de passer trop rapidement du déni de la situation au dépit. Moi, c'est plutôt aujourd'hui une voie intermédiaire que je vous propose, c'est-à-dire celle du défi collectif. Et donc, comment garder espoir pour ce qui nous attend? C'est peut-être changer aussi notre regard sur cette vulnérabilité, en faire une formidable opportunité de repenser les conditions de notre santé collective et un levier puissant pour penser le projet différemment. Alors, des exemples concrets de leviers existent à l'échelle de l'aménagement et n'ont pas attendu la crise sanitaire pour être amorcés. Je peux en donner quelques exemples, hein, ça nous redonnera un petit peu du baume au cœur. Les politiques publiques, et en particulier les politiques d'urbanisation des villes, ont montré qu'on pouvait, par le cadre de vie urbain, répondre à des enjeux sanitaires prégnants, comme notamment aujourd'hui la question de l'inactivité physique. L'inactivité physique, c'est aujourd'hui la 4e cause de mortalité à l'échelle mondiale, donc un enjeu prégnant fort. La mairie de New York a mis en place les guides de ce qu'on appelle le design actif, hein, qui incite à l'activité physique et qui ont porté des résultats tout à fait probants en termes de limitation de l'obésité et d'allongement de la durée de vie en bonne santé des populations. Il faut toutefois aborder ces questions de design actif avec bien sûr du discernement et pas en faire une recette. Paradoxalement, c'est souvent d'ailleurs la présence de bancs réguliers sur les parcours piétons qui est l'un des meilleurs leviers en termes de design actif, car il permet aux populations les plus vulnérables, celles qui ont plus besoin quelque part d'activité physique, de se reposer à intervalles réguliers, et ainsi avec des conséquences bénéfiques, bien sûr, sur le bien-être mental, l'espérance de vie en bonne santé qui sont importantes. Un autre levier important, au-delà de la résilience au dérèglement climatique, qui en est un et qui pourrait faire l'objet d'une conférence en soi, c'est la question de travailler sur le design biophilique et multisensoriel. Ne plus travailler qu'avec la vue dans le projet urbain, mais travailler aussi sur les autres sens. Et permettre, par le projet, et y compris dans les grandes métropoles et les grandes villes denses, une reconnexion au rythme circadien, au rythme de vie du quotidien, aux saisons, et aux variables aléatoires et arythmiques de notre environnement. Une forme de reconnexion quelque part avec le monde physique dont les bienfaits sur la santé sont désormais éprouvés et où on peut utiliser notamment le végétal pour avoir des répercussions positives et pour faciliter l'orientation pour les populations vulnérables dans nos centres urbains. Un discours plutôt positif où j'aurais pu évoquer de nombreux autres leviers, mais dans lesquels on prend conscience que pour traiter, que ce soit le design actif, le design inclusif ou ce design sensoriel, il faut s'atteler dès à présent à une autre manière de faire le projet urbain et viser plus de transdisciplinarité, rompre en partie avec le processus linéaire pour mener un projet d'aménagement, pour favoriser les échanges et les collaborations, et également réévaluer les critères qui déterminent la valeur dans le projet urbain. L'espace vert de proximité, je suis sûr qu'à l'issue du confinement et de la crise sanitaire, il a pris une valeur accrue.
La santé n'est pas une démarche complémentaire, une couche supplémentaire. Après la ville durable, la ville intelligente, voici la ville santé. Non, c'est une notion beaucoup plus holistique qui a en elle ces différentes composantes. Et à travers les critères, et notamment la question des déterminants de santé d'un territoire, on peut ancrer la réponse dans ce qui fait finalement l'identité d'un territoire. L'identité d'un territoire, c'est aussi ses vulnérabilités. Et c'est beaucoup ses vulnérabilités. Et si on arrive à faire des projets qui enveloppent ces vulnérabilités, qui sont construits autour de la vulnérabilité, qui ne sont plus une négation de la vulnérabilité, on peut, à mon avis, faire de la santé une clé d'entrée pour les projets urbains de demain. Merci beaucoup, Monsieur Davis, pour votre témoignage. Vous venez d'illustrer avec beaucoup de réalisme ce lien entre ville et santé. Vous venez également d'attirer, je pense, l'attention de tous ceux qui nous écoutent sur les vagues de précarisation, de vulnérabilité dans ces différentes déclinaisons, y compris médicales, sociales, etc. Et puis la vague climatique, effectivement, dont on reparlera encore. Merci également d'avoir éclairé le chemin pour la ville de demain. Effectivement, une ville où les considérations de santé ne seront pas une couche qu'on rajoutera sur la recette du gâteau urbain, mais qui sera totalement transversale et totalement prégnante dans toutes les politiques publiques urbaines. Et puis nous avons bien relevé aussi le rapport paradoxal que vous avez dressé entre le refus de l'obsession de l'épidémie pour faire la ville, mais également ne pas trop vite oublier l'épidémie pour en tirer les leçons et les capitaliser. Merci beaucoup pour votre intervention. Vous éclairez notre chemin, et notre chemin maintenant nous mène de l'autre côté de la Méditerranée. Madame Souad Ben Abderrahim, soyez la bienvenue parmi nous. Merci beaucoup, Madame la maire de Tunis, de participer à notre échange d'aujourd'hui. Je voudrais dire avant toute chose, Madame la maire, qu'il y a très exactement 2 ans, vous veniez tout juste d'être élu, et vous aviez eu l'extrême gentillesse d'accueillir l'Agence des villes et territoires méditerranéens à la mairie, à l'hôtel de ville de Tunis, pour un séminaire que nous avions organisé à Tunis et auquel tout à l'heure M. Benaïssa faisait référence. Eh bien, nous avons tous gardé un souvenir très fort de votre hospitalité, de votre accueil. Vous veniez d'arriver dans vos nouvelles fonctions, dans vos nouvelles responsabilités. Vous nous aviez, de manière très fraternelle, ouvert les portes hautement symboliques de la mairie de Tunis. Et sachez que, et c'est peut-être aussi comme ça qu'on fait la Méditerranée, et c'est un petit peu l'esprit de la Méditerranée du futur, eh bien sachez que nous avons cette mémoire, nous n'avons pas oublié, nous avons toujours Tunis accroché à votre cœur, et cela vous doit énormément. Madame la maire, vous êtes la responsable municipale suprême de la capitale de la Tunisie. Votre pays, votre ville avait été, comme tous les autres territoires urbains en Méditerranée et partout, ont été touchés par la crise sanitaire, par le virus. Que pouvez-vous nous apporter comme témoignage depuis les responsabilités qui sont les vôtres, et quelles recommandations pouvez-vous nous faire à tous les Méditerranéens, parce que nous sommes posés tous les mêmes questions depuis le début de cette triste année? Merci beaucoup. Bonjour à tous, chers amis, chers collègues. Tout d'abord, permettez-moi de remercier cordialement mon ami, son Excellence, M. Bernard Baléro, directeur général de la VTM, pour l'aimable invitation
La VITEM est une agence très efficace au service de nos villes méditerranéennes et la ville du Tunis est particulièrement reconnaissante aux marques de solidarité qu'elle a reçues de la part de l'agence, notamment pour réussir la meilleure planification urbaine pour Tunis, la métropole d'avenir. Je suis très épanouie aujourd'hui par tout ce que vous venez de dire. Donc, je me sens très responsable. Je représente la femme tunisienne, la femme de la verte. Comme vous le savez tous, et depuis maintenant plusieurs mois, nous faisons face, chacun dans sa ville, à une crise mondiale sans précédent. La politique de confinement très stricte qui a été mise en place pendant la première vague a certainement des résultats positifs sur le plan sanitaire, mais elle a engendré une crise économique sans précédent. D'ailleurs, c'est la gravité de la situation économique qui nous a empêchés aujourd'hui de retourner au confinement général pour freiner la propagation de ce virus. Mais nous avons mis en place une politique locale qui repose sur 3 actions majeures. Tout d'abord, la sensibilisation des élus locaux pour leur pouvoir d'influence dans les quartiers soit mis à profit. Le renforcement des services municipaux et une présence quotidienne dans l'espace public. Cette crise a eu des impacts certains sur la ville du Tunis et nous a mis face à des défis majeurs pour assurer les meilleures conditions de vie pour nos concitoyens. Aussi, nous avons veillé à ce que le conseil municipal retienne comme priorité absolue le principe de soutien à la personne à travers l'éducation et la sensibilisation, l'hygiène, ainsi que la lutte contre la pauvreté, et ce, en étant à l'écoute des citoyens 24/24 et 7/7. C'est-à-dire être à proximité, comme disait tout à l'heure M. Ben Issa, être à proximité avec une vision globale, comme disait notre cher ami. Cette pandémie nous a amené à renforcer encore davantage nos relations de partenariat avec la société civile, le secteur privé et les différentes institutions nationales. Elle nous a permis aussi de renforcer notre coopération avec nos partenaires internationaux qui ont répondu présents quand nous avons exprimé nos besoins et nous ont soutenus soit par l'expertise, soit par les dons. Cette pandémie nous a prouvé la nécessité d'adopter une stratégie efficace afin de garantir la résilience de la ville en temps de crise. Le coronavirus nous a prouvé la vulnérabilité de nos villes à l'échelle mondiale et nous a poussé à repenser à la gouvernance locale. Il est plus que nécessaire aujourd'hui d'opter pour une gouvernance transversale qui connecte tous les services entre eux, tout en veillant à la garantie de l'engagement citoyen nécessaire pour venir aux aides aux populations les plus vulnérables. Aussi, il est plus que jamais nécessaire de repenser l'aménagement public et les infrastructures de la ville. Ceci dit, la solution ne pourra en aucun cas être locale ou nationale. Il est impératif de faire recours à la solidarité internationale pour renforcer la résilience de nos villes. Tout ceci est dans l'objectif d'être concret et de répondre effectivement aux besoins de nos citoyens, c'est-à-dire bien vivre la ville, comme vous avez dit tout à l'heure. C'est dans cette perspective, nous collaborons aujourd'hui avec la FAO pour créer des espaces verts et assurer l'inclusion économique des jeunes, surtout dans les quartiers défavorisés. Aussi, nous avons un programme ambitieux dans ce sens avec la BIRD. Notre objectif est d'offrir à nos concitoyens un espace adéquat là où ils veulent vivre paisiblement, même en temps de crise. En plus, nous sommes en train de travailler avec des partenaires compétents pour encourager à la mobilité douce, pour limiter l'encombrement des transports publics à travers l'aménagement des pistes cyclables et la mise à la disposition du service de location de vélos. Aussi, cette pandémie nous a convaincus de la nécessité d'accélérer la digitalisation. Aujourd'hui,
Il est nécessaire de mettre les bases de télétravail d'une façon efficace. Les agents doivent être capables d'assurer leurs tâches à distance et les citoyens doivent être capables de recevoir le meilleur service municipal à distance. La ville Smart City, ne doit pas se limiter aux services de base. Il est nécessaire d'octroyer les services d'encadrement de l'enfance, de la jeunesse à distance, les services culturels à distance et même un certain niveau de services de santé à distance, pourquoi pas si la législation le permet. C'est dans la perspective de la mise en place d'une stratégie efficace et adaptée à notre ville que nous travaillons avec nos partenaires internationaux et locaux pour jeter les bases de Tunis de demain. Tunis, la ville résiliente. Ceci se traduit par des projets phares qui nous permettront de puiser dans notre richesse, de nous baser sur notre réalité pour changer la réalité socio-économique d'une manière efficace. Tout ceci à travers une approche participative, en collaborant avec le patronat et les start-upers et en assurant la mise en place de l'infrastructure nécessaire et des partenaires adéquats pour innover et avancer. Merci pour votre attention et toujours garder espoir. Merci. Merci beaucoup, Madame la maire. Votre message d'espoir nous touche beaucoup et merci d'avoir souligné. Nous y sommes particulièrement attentifs et sensibles, combien les citoyens sont au cœur de vos préoccupations. Je le disais tout à l'heure, la première ligne de défense devant le virus, c'était évidemment la communauté des soignants, mais nous avons tous été, les uns et les autres, nous avons été des soldats contre le virus, avec le masque, avec les gestes barrières, avec le confinement. Nous avons tous individuellement et collectivement participé à cette grande bataille et malheureusement, dans beaucoup d'endroits encore, elle continue. Mais vous avez rappelé, ce faisant, que les politiques publiques municipales devaient répondre aux attentes des citoyens dans ce type de circonstances et pour l'avenir. Merci beaucoup d'avoir souligné cette dimension qui est particulièrement importante et naturellement, nous allons l'intégrer dans nos analyses. Je voulais vous remercier une fois de plus, Madame la maire. Vous avez également souligner combien, dans ces conditions difficiles, était importante la coopération internationale. Et là, je donne tout naturellement la parole, parce que c'est elle l'experte de la coopération internationale, en particulier en Méditerranée, la parole à Agnès Rampal. Madame Rampal, dans ce contexte de crise sanitaire, dans ce contexte de réflexion sur la relation ville-santé, sur la base de questionnements que l'on se pose de Marseille à Tunis, de Barcelone à Beyrouth, quelles sont les réponses que vous pouvez proposer sur la coopération entre Méditerranéens dans la situation que nous connaissons actuellement? Merci Bernard. Permettez-moi de saluer Madame le maire de Tunis, parce que je garde, Madame le maire, un très, très, très beau souvenir de la séquence que nous avions organisée ensemble, chez vous, dans la ville de Tunis. Alors, non pas avec la casquette à Vitem que Bernard a rappelé, mais avec celle du réseau des villes Euromed, puisque nous avons organisé chez vous le 3e événement qui traitait de la lutte contre la radicalisation et de l'extrémisme violent. Après la première grande manifestation que nous avions fait à Nice, après l'attentat qu'il y avait eu terrible le 14 juillet à Nice, après celle qui avait eu lieu à Beyrouth, la 3e a eu lieu chez vous à Tunis et ça a été une journée formidable d'échanges tout à fait captivante. Donc, oui, effectivement, Bernard, je reviens sur cette notion de réseau, cette notion de relation entre les villes qui ont été, tous les 2 intervenants l'ont dit avec beaucoup de talent avant moi, qui ont été l'épicentre de nos pandémies, puisque finalement une épidémie se propage quand il y a beaucoup de population, puisque c'est une transmission qui se fait d'homme à homme.
Alors, cette pandémie est tout à fait nouvelle, puisqu'on était habitué aux pandémies qui touchent une ville. On fermait la ville, hein, c'est le livre d'Albert Camus, et puis mourait ce qui mourait, survivait ce qui survivait, et après, bon, ben, on se réveillait. Aujourd'hui, ben, on a tous été transformés, enfermés dans nos appartements devenus de véritables lazarets, et on s'est rendu compte à quel point plus rien ne fonctionnait à l'échelle du monde. Et c'est ça la nouveauté qui est absolument incroyable. Et nous, à l'échelle de la Méditerranée, ben, c'est un bouleversement colossal de notre façon de vivre. Nous, les Méditerranéens, qui aimons nous rencontrer, qui aimons sortir, qui avons des grandes fêtes familiales. Et donc, c'est tout notre système de vie qui a volé en éclats au cours de cette pandémie et qui, effectivement, vous l'avez raison, nécessite que nous repensions nos villes pour l'avenir. Et donc, le réseau aujourd'hui, bien sûr qu'il va être réactivé parce que le réseau va servir à réfléchir entre nous aux solutions que les uns et les autres ont trouvées pour répondre au mieux aux besoins de leur population. Et c'est vrai que c'est très intéressant de voir que, par exemple, la ville de Marrakech a énormément communiqué sur les dangers du déconfinement et de la rediffusion du virus, que la ville de Tunis, comme la ville de Nice, et on se retrouve bien là, Madame le maire, ont été particulièrement vigilants auprès de leur population défavorisée qui ont beaucoup plus souffert que les autres. Et vous avez à Tunis, comme nous à Nice, démultiplié les actions pour leur venir en aide. Et chaque ville méditerranéenne a trouvé la réponse adaptée au problème le plus important qu'elle avait. Donc oui, aujourd'hui, face à un problème finalement mondial, eh bien, les réseaux et les échanges entre collectivités méditerranéennes qui vivent sur le même modèle, qui relèvent des mêmes défis, est vraiment quelque chose d'essentiel, car ce n'est pas tout seul que nous trouverons la solution, mais vraiment tous ensemble, en échangeant et en essayant de trouver ce que les uns et les autres avons fait de mieux. Merci, merci beaucoup, Madame la Présidente. Effectivement, je retiens votre phrase de conclusion. Ce n'est pas tout seul qu'on s'en sortira et qu'on résoudra les problèmes, mais c'est effectivement collectivement. Aujourd'hui, c'est le Covid qui ne connaît pas de frontières, le Covid qui voyage très vite de Wuhan à Marseille en quelques heures. Demain, ce seront les grands défis climatiques, environnementaux, et naturellement, là aussi, nous aurons à travailler ensemble tous entre Méditerranéens, parce qu'en plus, cet espace méditerranéen est particulièrement vulnérable, particulièrement fragile. Je voulais vous demander, Madame la Présidente, nous achevons notre atelier, et une fois de plus, merci encore d'y avoir participer. Mais ce faisant, non seulement nous achevons notre atelier, mais nous sommes au terme de l'acte 4 de la Méditerranée du futur. Je rappelle que Méditerranée du futur est née de la volonté du président de la région Sud il y a donc maintenant 4 ans. Et que là, la Méditerranée du futur a résisté au virus et elle s'est tenue dans des conditions qui évidemment ne sont pas celles des années précédentes, et on peut le regretter évidemment, mais qui a permis tous ces échanges très féconds que nous avons suivis depuis le début. Je voulais vous demander, je reviens à la question, je voulais vous demander, Madame la Présidente, quels sont les grands enseignements comme ça à chaud que vous tirez de nos travaux de ces journées? Ah, c'est une question passionnante, difficile. Bon, d'abord, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit, Bernard, en disant qu'effectivement, on va faire face à d'autres problèmes, d'autres défis, dont le réchauffement climatique, dont l'environnement. Eh bien, finalement, la Méditerranée du futur, voulue par notre président Renaud Muselier, c'était déjà une anticipation de comment allons-nous faire face à tous ces défis. Parce que si, pour la pandémie qui nous touche aujourd'hui, l'espoir renaît
parce que, eh ben, quelque part, la réactivité de la médecine fait qu'on peut espérer un vaccin qui nous permettra de revivre dans des conditions à peu près correctes rapidement au cours de l'année 2021. Le réchauffement climatique, il n'y a pas de vaccin. Il n'y a pas de vaccin. La pollution, une fois que la mer Méditerranée sera morte parce que trop polluée, eh ben, il n'y a pas de retour en arrière. Il n'y a qu'à voir la mer d'Aral, il n'y a qu'à voir les drames écologiques qui se sont déjà passés. Et donc, cette Méditerranée du futur, c'est vraiment cette volonté que l'on se rend compte chaque année, nous, villes méditerranéennes, qui sommes toutes copropriétaires d'un petit morceau de rivage de cette belle mer commune que nous avons, pour essayer d'anticiper, de ralentir les problèmes et de les résoudre tous ensemble. Eh bien, cette année, comme vous dites, cette Méditerranée du futur a tenu le coup grâce à un homme qui est bien évidemment notre président, qui, malgré le fait que toutes les grandes manifestations internationales s'annulent du fait qu'on ne peut plus se déplacer, a dit non, nous devons la maintenir, nous la maintenons de façon dématérialisée et ça perd beaucoup en convivialité, ça perd beaucoup en tous ces échanges qui ont lieu autour des conférences. Mais ça ne fait rien, ça nous a permis de nous arrêter sur ce problème qui nous touche de plein fouet depuis en France, depuis le début de l'année 2020, de réfléchir ensemble et finalement de se dire que tous ensemble, eh bien, on a du courage, on se conforte les uns des autres, les uns avec les autres, et on a envie de lutter encore plus efficacement. Donc la Méditerranée du futur qui a résisté au Covid, c'est un signe d'espoir formidable pour l'avenir. C'est un signe que notre région Provence-Alpes-Côte d'Azur, notre région sud, avec tous nos partenaires de coopération, et je salue une fois encore la formidable maire de Tunis qui est avec nous cet après-midi, eh bien, tous ensemble, on peut écrire un avenir moins sombre pour tous nos enfants. Et Dieu sait que nos enfants ont besoin qu'on leur laisse un pays, une Méditerranée qui aille mieux. Voilà. Merci beaucoup Agnès, merci beaucoup Madame la Présidente. Je n'aurai sur ces belles paroles d'espoir, tournées comme le dit notre rendez-vous annuel, tourné vers le futur. Je crois qu'il n'y a rien d'autre à ajouter, sinon une nouvelle et dernière fois remercier chaleureusement Madame la maire de Tunis. Vous aurez observé, Madame la maire, que vous-même et votre ville occupez une place particulière dans nos mémoires et dans notre cœur. Je remercie également Monsieur Davis, je remercie également Amine Benaïssa. Madame la Présidente, merci, merci. Merci, merci à tous, merci ceux qui ont eu la gentillesse de gérer ce glissement d'horaire et de surmonter les contraintes du Covid. Merci à toute la formidable équipe de la région. Ils sont face à nous, juste derrière la caméra. Merci Raphaël, merci Emilio, merci Guillaume et à tous un immense merci. À l'année prochaine et puis dans l'intervalle, eh bien, on va continuer à travailler tous ensemble, comme vous l'avez dit, Madame la Présidente. Merci à tous. Au revoir.